L'instant débat fait croiser sur DEN Télévision et Diaspora FM comment comprendre l'augmentation vertigineuse de l'endettement du Bénin. C'est le thème que nous abordons avec un invité habitué justement à cette émission. Peggy David Abba, bonjour. Bonjour à vous, tranquille, Kad Valentin, chers amis téléspectateurs, auditeurs, bonjour. Heureux de vous retrouver dans le cadre de ce débat sur le plan économique. Vous le savez, tous les mardis, c'est désormais une habitude pour nous d'arpenter, d'astiquer, de décortiquer des questions ayant trait à l'économie béninoise. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre comment un État peut-il s'endetter et quel est le mécanisme de l'endettement et surtout comment comprendre l'augmentation de l'endettement du Bénin ces dernières années. Avec nous, et bien sûr, pour en parler, Casimir Pédior, il est journaliste, spécialiste des questions économiques. Il est le directeur de publication du journal Nouvelle Économie. Bonjour. Bonjour, Peggy. Merci de nous retrouver. Merci bien et bonjour chers téléspectateurs. Ce ne fut pas facile de pouvoir allier, mais finalement vous êtes là. Donc on va maintenant aller dans le fond du sujet, si vous le voulez bien, Casimir Pédior. Déjà, comment comprendre le mécanisme de l'endettement ? Alors, il faut déjà dire aux téléspectateurs que l'endettement, contrairement à ce que nous avons dans notre culture, où il n'est pas facile de s'endetter, où la notion de la dette paraît comme, franchement, une opportunité à ne pas donc explorer. La dette ici, État, est une opportunité, est un mécanisme par lequel l'État prend donc des engagements vis-à-vis de ses partenaires techniques et financiers surtout. Et très souvent, quand on dit ça, on a souvent l'habitude de voir la France, de voir les États-Unis, de voir la Chine, de voir donc les multinationales, de voir également les institutions de Bretton Woods. Non, il ne s'agit pas de ceux-là. Il s'agit de nous tous. Il s'agit de vous et moi. Il s'agit des banques. Il s'agit des structures d'assurance et autres qui sont dans le pays déjà à partir d'eux, mais aussi de ces multinationales dont je parle. Et donc, l'État décide d'aller sur le marché financier. C'est un peu comme le marché, Tantokpa, le marché ASEC et bien d'autres encore. Donc, c'est un marché bien organisé où il y a de l'argent, suffisamment de l'argent, où l'État, chaque État dit, OK, moi, je viens chercher de l'argent. Et donc, le mécanisme est mis sur pied, comme je le disais, pour permettre donc aux États, à différents États, d'aller donc chercher le financement nécessaire pour asseoir sa politique économique, c'est-à-dire en début d'année, on a souvent l'habitude d'entendre le gouvernement a élaboré un avant-projet. Enfin, un projet d'abord, c'est un avant-projet au niveau des ministères, des institutions, et finalement, ça devient un projet étudié donc en conseil des ministres du budget. Et donc, ce budget est envoyé à l'Assemblée, voté, et donc à partir du 1er janvier, l'État se doit donc d'exécuter ce budget-là. Et donc, l'État a la possibilité de collecter les recettes. C'est ce que nous avons par ici avec les impôts, la douane, le trésor public de façon générale. Pour la régie financière. La régie financière. Alors, lorsque vous finissez ça, très souvent, ces régies financières ne nous permettent pas donc de mobiliser la quasi-totalité donc de notre budget. Et c'est pourquoi d'ailleurs, vous voyez par ici, dans nos États, pour la plupart du temps, on a un déficit budgétaire. Très souvent, les pays les moins déficitaires tournent autour de 5%, mais des pays comme les nôtres vont jusqu'à 10%, 12% donc de déficit, c'est-à-dire le document, normalement, en temps normal, vos dépenses ne doivent pas être supérieures à vos recettes, c'est-à-dire votre pouvoir d'achat ne doit pas dépasser vos ambitions. Mais très souvent, nos États émettent des ambitions qui dépassent donc leur pouvoir d'achat et par conséquent, ils ont besoin de recourir à l'emprunt. C'est une forme donc d'endettement. Et donc l'emprunt ou bien le bon de trésor, très souvent, de plus en plus, on entend parler donc de ce mécanisme-là parce que ce mécanisme est entré dans nos habitudes en 2014 par donc l'agence UMOA Titre basée à Dakar. C'est une agence mise en œuvre par l'Union économique et monétaire ouest-africaine avec donc l'onction et la bonne surveillance de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui dispose désormais donc de ce mécanisme et mise à la disposition des 8 États de l'Union. Et donc le Bénin faisant partie donc de cette union peut chaque fois aller donc sur ce marché-là et demander donc le financement. Pas plus tard qu'il y a une semaine, on a entendu le patriarche Amos El Egbet dénoncer donc, enfin, critiquer, envoyer donc
des flèches à l'endroit donc du gouvernement pour dire qu'on va trop sur ce marché. En réalité, on ne va pas trop sur ce marché. Ce marché est pour nous. Et il a aussi dénoncé le taux d'endettement qui aujourd'hui tourne autour de 7-8%, alors que les partenaires techniques et financiers nous offraient un taux de l'ordre de 1%. Oui, la France et les autres, les multinationales, nous offrent ce taux. Mais en contrepartie, derrière donc ces emprunts de la France et autres, mais ils venaient chercher nos matières premières, ils venaient pomper nos ressources ici en Afrique et ils faisaient de nous ce qu'ils voulaient à cause donc de cet endettement-là. Et donc désormais, l'UEMOA a compris et dit non, nous n'irons plus sur ce marché où à première vue le taux d'intérêt paraît banal, mais au finish on paie 4 fois, 5 fois, 10 fois même la notion donc de nos dettes. Et donc on va finir avec ça. Et nous-mêmes, puisque nos banques sont en surliquidité, nous avons suffisamment de ressources à l'interne, permettons donc à nos États de disposer de cette cagnotte-là qu'il y a à l'interne. Et si ça ne suffisait pas, chaque État maintenant peut décider de combien il peut aller chercher sur le marché international pour pouvoir combler donc son déficit budgétaire. Donc voilà un peu la notion du mécanisme d'endettement dans nos États. Voilà un peu sur quelle base les gouvernants donc gèrent un peu plus la cagnotte financière qu'eux-mêmes se sont donnés comme donc objectif à atteindre au cours de l'année. Comment est-ce que le Bénin, notre pays, est-il arrivé à ce point où il est obligé de procéder à cette méthode-là pour asseoir sa gouvernance, lorsqu'on sait que nous avons assez de ressources quand même dans notre pays? Comment est-il arrivé à ce stade? Oui, nous avons assez de ressources, certes, mais aucun pays n'est assez riche pour ne pas aller sur ce marché. Et en Afrique, lorsque vous parlez de l'endettement, le premier pays plus endetté, c'est l'Égypte. À la date d'aujourd'hui, enfin, jusqu'à un passé très récent, je vais parler donc du 31 décembre 2016, l'Égypte était à 2500 000 milliards. Je dis bien 2500 000 milliards. Wow. Vous imaginez, c'est un montant qui dresse les cheveux sur la tête. Et tenez-vous tranquille, malgré donc cette cagnotte-là, l'Égypte n'est même pas encore à 45% du ratio communautaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il travaille. Ce pays s'endette pour s'enrichir. Comment notre pays est arrivé là? Notre pays est arrivé là parce qu'on ne travaille pas. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Et on s'endette, non pas pour développer le pays, mais on s'endette pour acheter des pacotilles, pour financer des projets qui n'ont pas un lendemain meilleur pour notre économie. On s'endette, par exemple, pour réaliser des infrastructures routières qui, à la limite, ne résistent pas dans le temps. Au plus, c'est 5 ans. Vous savez, la voie qui passe devant Eden TV, qui a été réfectionnée il y a moins de 2 ans, mais cette voie est déjà en dégradation. Et donc, quand on s'endette, quand vous décidez donc d'aller sur ce marché, vous élaborez des projets qui ne sont pas fiables, qui ne peuvent pas durer dans le temps, ça pose un problème. Lorsque vous vous endettez pour aller payer les salaires, mais ça pose un problème. Vous ne pouvez pas aller vous endetter pour aller payer les salaires, Peggy Ludovic Dagba. Ça pose quel problème? Le problème que ça pose, c'est quoi? Vous, Peggy, excusez-moi, vous êtes locataire dans une maison et vous allez emprunter de l'argent chez votre voisin pour payer votre propriétaire. C'est le problème que ça pose. Quand est-ce que vous aurez l'argent pour payer? Ça se passe où cette méthode? Sur quelle base? Sur quel élément vous vous basez pour dire que le gouvernement a décidé d'envoyer tous les salariés à la banque, dans nos banques? C'est-à-dire, chaque Béninois fonctionnaire de l'État doit avoir un compte bancaire. Et à la fin du mois... Ce qui est normal. C'est normal. Je dis, c'est normal parce que tout Béninois doit avoir un compte. Enfin, pas tout Béninois, à l'âge donc d'avoir donc ce qu'on appelle la gestion efficace des finances, vous devez pouvoir avoir un compte bancaire. Et donc, tous les Béninois ici doivent avoir un compte. Ça, c'est un autre débat. Mais de là à ce que l'État dise désormais, c'est les banques qui vont payer les salaires. C'est là l'endettement excessif. Parce que la banque X... Quelle est la nuance? La banque X décide donc de mettre la cagnotte financière à disposition de chaque Béninois fonctionnaire. OK. L'État dit, moi, je ne peux plus prendre cet engagement parce que je n'ai pas l'argent. Paye-les, après, moi, je te rembourse. Et donc, quand la banque paye, après, il verse donc cette cagnotte financière-là dans ce qu'on appelle la dette intérieure.
à travers donc un décret que le chef de l'État prend pour dire oui, je reconnais que ce que la banque a payé telle date, je les reconnais, je les verse donc dans ma dette intérieure. Donc à partir de ce moment, l'argent devient, l'accord devient donc une dette publique, donc une dette contentée sur le plan local, et donc ça entre en ligne de compte. Alors le problème c'est quoi? Moi, banque, je vous donne peut-être 3 milliards pour le compte des salaires du mois, donc d'août. Pour me rembourser, je dis je veux 10 milliards. Je dis je veux 10 milliards. Parce que c'est un risque que vous avez pris. Moi, je ne suis pas là, je suis pas là pour vos beaux yeux. Moi, je ne suis pas un philanthrope. Moi, je ne suis pas là parce que le Bénin s'appelle le Bénin. Non, moi, je suis venu faire des affaires. Et donc, si vous êtes incapable, vous êtes incapable de payer vos fonctionnaires, moi, je suis capable de les payer. On devrait quand même s'entendre sur un mécanisme, sur les taux, si jamais la banque doit majorer. Merci beaucoup. Ça a été prévu. Ça a été prévu. Mais dans ce cas précis, vous êtes en situation de faiblesse. Et donc, ce n'est pas vous qui négociez. Ce n'est pas vous qui fixez. Mais les banques payent de l'impôt à l'État. On peut procéder pas en griffe échange de marchandises, je ne sais pas. Ça ne se fait pas. Sur le secteur financier, ça ne se fait pas. Les impôts que les banques payent, ça c'est un autre domaine. Vous avez l'obligation de payer ces impôts-là, mais ces impôts ne suffisent pas pour payer donc les salaires. Et donc l'État béninois a décidé, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est le chef de l'État lui-même, qui a fait dire, et ces ministres sont porteurs de cette information, comme quoi désormais, c'est les banques qui vont payer les salaires. Ce n'est pas moi qui le dis. Et donc, quand ça va se passer comme ça, il y a d'abord une échéance qu'il faut respecter. Les banques vont imposer donc leur taux d'intérêt. L'échéance, même si vous avez, après donc, avoir pris cette intention-là, si vous avez, après 10 000 fois milliards de francs CFA, vous n'êtes pas tenu de payer avant l'échéance. Même si vous payez avant l'échéance, le taux d'intérêt va durer dans le temps. Et donc voilà le risque que nous sommes en train de prendre. Vous ne pouvez pas aller vous endetter parce que c'est une dette. Vous ne pouvez pas aller vous endetter pour payer les salaires. Ça, c'est une aberration. Ça se passe ailleurs. Le chef de l'État n'a pas innové en procédant ainsi. Nous ne sommes pas ailleurs. Nous parlons du cas du Bénin. Et ailleurs où ça se passe, par exemple, ailleurs où ça se passe, où je peux citer des cas, au niveau du Sénégal, le Sénégal a du gaz naturel qu'il a commencé par commercialiser. Le Sénégal a du pétrole qu'il commercialise. Le Sénégal a une très bonne scienture aujourd'hui au niveau des partenaires techniques et financiers, surtout la Ligue arabe, où aujourd'hui le pétrodollar circule au niveau donc du Sénégal. Donc le Sénégal peut se prévaloir, te dire s'il vous plaît, moi j'ai pas de temps pour m'occuper donc de ces questions de salaire, s'il vous plaît chère banque, occupez-vous de mes fonctionnaires le temps que moi j'aille voir ailleurs. Parce que nous avons suffisamment donc, de ressources. Et donc, le Bénin, nous ne sommes pas sur le même palier. C'est parce que le Bénin n'a pas ces ressources naturelles qui ne peuvent pas prétendre à ça. Nous ne travaillons pas. Nous ne travaillons pas parce que même si nous n'avons pas les ressources du sous-sol, encore que nous avons... Il y a des milliers de fonctionnaires qui sont dans l'administration. Qu'est-ce qu'il faut? Ils s'amusent? Ils ne travaillent pas parce que quand je dis... D'abord, ceux-là ne sont pas productifs pour l'État en termes donc d'accroissement de PIB. Ils ne sont pas du tout productifs. Ceux dont vous parlez, c'est peut-être les enseignants. Ils ne sont pas productifs pour le PIB. Ils travaillent. Ils travaillent, mais ils ne sont pas productifs pour le PIB. Pourquoi ils ne sont pas productifs? Ils travaillent. L'administration... Ils font un travail quand même important pour l'État. Oui. Puisque l'administration a un coût. Oui, voilà. L'administration a un coût, mais ici, ce qu'on dépense sur eux, c'est la dépense publique. Et la dépense publique n'apporte pas grand-chose au PIB. Ceux qui apportent au PIB, c'est le secteur privé surtout avec la transformation des produits locaux, avec la production de masse pour l'exportation. Mais ici, qu'est-ce que nous faisons? Les importations sont toujours supérieures aux exportations. Comment est-ce que vous voulez en important, en faisant travailler les Indonésiens, les Indo-Pakistanais, les communautés ailleurs, vous les faites travailler et vous ramenez ce que les autres ont produit chez vous pour manger. Au même moment, vous voulez avoir donc de la plus-value. Non, vous ne pouvez pas avoir de la plus-value. Vous savez l'anecdote donc du blé. Nous ne produisons pas du blé au Bénin, mais nous mangeons copieusement du pain. Nous mangeons du pain tous les jours. Tous les jours. Nous grillotons donc les cacahuètes et consorts. Et c'est fait à base de ça. On ne peut pas produire du blé aujourd'hui au Bénin. Pourquoi nous le faisons? C'est ça la paresse dont je parle. Nous produisons abondamment du coton que nous envoyons à Paris pour les grenages. Enfin, pas pour les grenages, pour la finition. C'est-à-dire transformer donc ce coton-là en textile. Nous envoyons ça en Asie. C'est de ça il s'agit. Pourquoi eux, là, les opérateurs économiques comme Mathieu,
Adjovi, je veux parler du président de l'AIC, le coordonnateur de l'AIC, au regard de sa dizaine déjà, de plus de 10 ans d'expérience dans la filière, pourquoi il ne peut pas nous installer aujourd'hui au Bénin des usines donc de fabrication de textiles? Oui, Ça fait quoi? Je vous prends au mot. Oui, allez-y. Je sais que vous avez pris part à plusieurs missions dans les champs cotonniers. Vous êtes allé discuter certainement avec M. Mathieu Adjovi. Est-ce qu'il vous est quand même arrivé de lui suggérer la chose? Est-ce qu'il ne comprend pas qu'aujourd'hui, c'est quand même plus qu'une nécessité d'installer une usine au Bénin? Ils sont plus intelligents que nous. Et s'ils doivent le faire, ils vont le faire depuis. Vous savez ce qu'est leur priorité? Est-ce que vous en avez discuté avec lui? Beaucoup. Beaucoup. Et quelle a été sa C'est réponse? pas leur priorité. Leur priorité, c'est comment faire pour passer à 3 tonnes à l'hectare. C'est ça leur priorité aujourd'hui. Et je dis, c'est un choix. C'est comment faire aujourd'hui pour que le coton puisse, on puisse aller donc à 600 000 tonnes de production. C'est comment faire pour battre donc le record au niveau du continent en termes de production de l'or blanc. Comment faire pour battre le record du Burkina Faso, je crois. C'est le Burkina Faso qui est le premier producteur. C'est comment faire pour damer le pion au Burkina Faso. C'est ça leur priorité. Et même le Burkina Faso aussi, malgré sa bonne volonté aujourd'hui, n'arrive toujours pas à transformer de façon industrielle son coton. C'est toujours à l'artisanal. Donc ça pose un problème. Et je me dis, est-ce que ce n'est pas un mal congénital? Est-ce que ce n'est pas un mal d'ensemble? Est-ce que ce n'est pas le partenaire technique et financier? Et justement, c'est ça. Lorsque nous avons pris l'option de produire du coton, qui nous a imposé ça? Et c'est là qu'il faut aller revoir les tests. Est-ce que la France, aujourd'hui, est prête à nous lâcher les baskets pour la production industrielle? C'est là la véritable question. C'est une question d'indépendance économique. Nous ne sommes pas indépendants. Et j'ai vu la dernière fois Kémy Séba, de passage à Cotonou, a lancé donc l'appel de Cotonou à la mobilisation générale des Africains autour donc, du développement des produits locaux. Et je dis, c'est peut-être le début de quelque chose, d'une politique d'industrialisation de nos matières premières. Parce que vous imaginez un pays comme la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a commencé par transformer donc son cacao en produit fini. Aujourd'hui, vous avez les chocolats de la Côte d'Ivoire qui se consomment ivoiriens, qui se consomment sur le marché international. La Côte d'Ivoire a compris. Et figurez-vous, lorsqu'on parle de l'endettement, tout ça, il fait partie. Aujourd'hui, quand la Côte d'Ivoire va, d'abord, eux sont allés très loin déjà avec l'eurobond. Nous, on est encore au bon de trésor et aux adjudications. Ça me fait rire chaque fois quand je vois ça. Et la Côte d'Ivoire est allée déjà sur l'eurobond. Quand vous allez sur c'est quoi l'eurobond? L'eurobond, c'est un mécanisme beaucoup plus supérieur au niveau donc, des multinationales, au niveau donc, de l'Union européenne. C'est un marché financier où, quand vous y allez, ce n'est pas pour emprunter donc, du 45 milliards, ce n'est pas pour emprunter du 80 milliards, c'est pour emprunter peut-être 500 milliards, c'est pour emprunter 1000 milliards, c'est pour emprunter peut-être 5000 milliards pour pouvoir donc, développer votre économie. Et quand vous y allez, ce n'est pas pour un truc entre un mois et 2 ans. Non, c'est des emprunts sur le moyen, la moyenne ici est autour de 5 ans, 10 ans, voire 15 ans d'emprunt, avec un taux d'intérêt franchement élevé. Et lorsque vous prenez ces sous-là, on ne vient pas au pays pour demander un 10%. Non. Quand vous prenez les fonds donc, sur l'eurobond, quand vous venez au pays, il n'y a pas de 10%, il n'y a pas de corruption, je veux dire. Quand vous prenez l'eurobond, vous venez, ce n'est pas pour construire donc, la route Godomé à Kassato, long peut-être de 2 ou 3 kilomètres, non. C'est pour construire donc peut-être l'autoroute, c'est pour construire les tramways, c'est pour construire des infrastructures d'envergure. Ce n'est pas pour venir donc bavarder à la télé, montrer donc, bomber le torse pour dire nous avons un budget de... Non, c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus sérieux. Figurez-vous, quand je parle de la Côte d'Ivoire, ça peut vous dire, bon, eux, ils sont déjà développés. On a tous la même chance, hein, la Côte d'Ivoire. Mais le Togo aussi est déjà allé sur l'eurobond. Le Togo a déjà fait l'eurobond. Le Ghana aussi a fait l'eurobond. Pourquoi pas le Bénin? Je rêve un jour... Pourquoi le Bénin ne... Ben, vous n'êtes pas... Vous ne présentez pas des dossiers. Hier, oui, aujourd'hui, m'a dit, hier, nous sommes allés sur le marché financier de la sous-région, nous n'avons pas pu récolter grande chose. Parce que nos dossiers, de plus en plus, nos dossiers ne sont pas crédibles. Parce que vous passez tout votre temps à tricher. Vous passez tout votre temps à monter aux partenaires techniques et financiers que vous luttez contre la corruption. Alors que ce n'est pas lutter contre la corruption la question. C'est tout un ensemble qui vous permet. Parce que vous luttez contre la corruption et on regarde votre PIB, votre produit intérieur brut, il n'a jamais bougé. Qu'est-ce qui aiderait le Bénin à réussir
cet exploit? Il faut que les dirigeants soient sérieux envers eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on cesse de tricher, qu'on cesse de bavarder beaucoup. Quand vous dites on triche, à quel niveau on triche et comment tricher? Je vous donne un exemple tout simple. Maria Gleta, c'est un scandale. Ça, c'est connu de tous. Vous investissez encore dans Maria Gleta. Vous voulez encore acheter des machines à combustible à Maria Gleta. C'est ça que j'appelle sérieux. Vous devez développer une ressource naturelle, en fait, qui utilise donc les sources naturelles. S'il y a des investigations, s'il y a des recherches qui montrent que si on réussit à mieux investir dedans, ça va produire, ça va prospérer. Pourquoi ne voulez-vous pas que l'État continue? Avec du combustible. Le combustible a montré aujourd'hui ses limites. Vous avez Ouazzazate en Égypte, la centrale de Ouazzazate, qui est une centrale, la première centrale énergétique au monde, je dis bien au monde, pas en Afrique, qui dispose de panneaux voltaïques qui produit de l'énergie. Et quand l'Égypte a déposé son dossier, tous les partenaires techniques et financiers se sont positionnés dessus parce que, ça résout la question donc, de l'environnement. Alors, c'est ça le projet. Ça coûte quoi au Bénin de décider donc d'aller avec le gaz ou bien d'aller avec le soleil? C'est ça. Quand vous avez des projets comme ça, vous pouvez aller sur les grands marchés et dire voilà ce que nous avons. La COP 23 a lieu en ce moment. Le Bénin est allé avec quelques maires, enfin, avec l'association des maires. Qu'est-ce qu'ils sont allés demander là-bas? Aller demander, ce n'est pas des projets que les partenaires veulent ça. Ils veulent des projets véritablement qui luttent pour les questions de l'environnement. Mais vous allez pour demander de l'argent pour curer vos caniveaux. Mais c'est ça, vous voulez que les partenaires se positionnent. C'est ça ce que j'appelle être sérieux. Il faut appeler aujourd'hui l'intellect béninois à réfléchir sur la question du développement. Vous voulez construire une infrastructure routière et vous ne tenez même pas compte du développement de l'humanité dans 10, 20, 30 ans. Vous construisez des voies où à peine à 18 h tout est jonché, où ça ne circule pas. Vous ne voulez pas développer les rails chez vous. Déjà les rails, on ne parle même pas encore des tramways, on ne parle même pas non, ça pose un problème. La vision doit être beaucoup plus futuriste. Vous voyez quelqu'un comme Samuel Dossou qui décide donc de construire un pont en eau profonde depuis 2 ans. On ne le facilite pas. Et vous voulez aller chercher quoi? Quelqu'un, il ne vous a même pas demandé de l'argent. C'est lui-même, il viendra construire ça. Il vous suffit juste de valider son projet et de dire, bon, ok, voilà l'infrastructure, faites ce que vous voulez faire. Et vous êtes là, vous êtes le maître d'ouvrage délégué, vous suivez donc pour qu'on n'ait pas donc, des choses après à redire. Sur ce point-là, je crois que la procédure et le processus de validation est en cours parce que le chef de l'État... depuis plus de 2 ans. Le chef de l'État... Depuis plus de 2 ans. Vous imaginez que quelqu'un vienne développer votre pays? Parce qu'il y avait déjà un désordre créé par l'ancien régime. Bon, maintenant, il y a, on a une nouvelle tête, une nouvelle équipe. Est-ce qu'on a besoin, lorsqu'il s'agit de développement, est-ce que quand quelqu'un vient comme ça, tout de suite, vous le prenez? C'est de ça il s'agit. Vous avez la ressource économique à portée de main, vous laissez, vous irez quelque part, je ne sais pas, à Strasbourg, à l'Union européenne pour aller chercher des financements. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, moi, je crois que la politique d'endettement ici doit être beaucoup plus orientée envers nous-mêmes et il faudrait que nous ayons des projets futuristes que nous n'ayons pas à réparer. Vous voyez, ils sont venus, ils ont dit qu'ils vont faire l'asphaltage pour reprendre, pour enlever les pavés et mettre du bitume. C'est un bon projet quand même. C'est un bon projet. Au moins ça va donner... Au moins les pavés ont fait plus que 10 ans. Les bitumes là vont faire à peine 2 ans. Ça va commencer encore pas à se dégrader. Non, mais ce qui se fait sur le terrain, c'est des pavés. À Papa, par exemple, quand vous faites le tour de Sénandé, Africando, c'est des pavés. Ils n'ont pas, je crois qu'ils ont finalement changé d'option. Vous pensez que mais non. Développer un pays, c'est avec des pavés? Mais il y en a sur d'autres cieux, Casimir Koupedio. Allez à Lagos. Allez à Lagos. Chaque pays a son option. Chaque pays ne fait pas. Nous sommes dans un contexte, il faut développer. Il faut s'endetter pour s'enrichir. Endettons. Regardez l'entrée et la sortie de Cotonou avec Calavi, le fleuve. Ça coûte quoi de mettre donc des bateaux voyageurs sur la... Juste ça. Le gouvernement a prévu relier quand même... Est-ce qu'ils ont toujours prévu? Ça n'a jamais marché. Ce point-là, depuis 5 ans. Porto-Novo. C'est ça que j'appelle l'incantation. Depuis 5 ans, depuis Boni Yahi, on a toujours rêvé. Cessez de rêver les Béninois. Réveillez-vous. Travaillez maintenant. Maintenant, est-ce que le vrai problème, ce ne sont pas les cadres?
C'est ce que je disais. C'est quand même les cadres Vous qui font revenez à les moi. études et qui font les propositions pour que le gouvernement puisse adopter et aller de l'avant. Vous revenez à moi finalement quand je disais tantôt que les cadres béninois ne sont pas productifs pour le pays, mais ils sont excellents dehors. Je vous jure, allez rencontrer. Comment expliquer alors le contrat? Mais je ne comprends pas ce contrat-là. Je ne sais pas ce qui ne va pas au pays. Quand vous les voyez dans les institutions onusiennes, les grandes institutions, quand vous entendez la performance de nos cadres en termes donc de développement de l'humanité, mais ils sont géniaux. Mais au pays, c'est des pécadilles, c'est des projets de peu de valeur. Ils produisent. Prenez ces mêmes cadres-là, sortez-les, allez dans leur cabinet pour les mêmes études, et vous allez voir la dimension, l'envergure qu'ils donnent. Et donc, il y a comme un monstre dans l'administration qui ruine l'intelligentsia. Et il faut sortir ce monstre-là de l'administration. Vous imaginez, quand Patrice Talon était candidat, mais tout le monde rêvait voir ce Béninois à la tête du pays. Mais depuis il est venu, lui-même, il a fait dire la dernière fois par son ministre d'État que c'est en 2018 qu'ils vont commencer par travailler. C'est en 2018. S'il a fini il a fini de baliser un terrain. Quand vous venez, comment vous comprenez? Non, comment mais Kazmi Pédio, je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, quand vous venez dans une maison, il faut vérifier que la fondation, elle est bien faite. Tous les documents si elle n'est pas bien faite, cette fondation, il vous revient maintenant de renforcer la fondation. Après avoir renforcé la fondation, le document à l'AFIA 2025 existait depuis. Mais la fondation qui l'a appliqué? Sous quel cours ça n'a pas été appliqué? Sous Yaïboli, ça n'a pas été fait. Le débat n'est pas applicable ou non. Le document est là. Venez, prenez ce Vous êtes journaliste des questions économiques et vous devez reconnaître quand même les réformes, les nombreuses réformes qui ont été menées et engagées par le chef de l'État pour assainir notre économie. Reconnaissez. C'est ça le bon débat que j'aime parler. C'était ça le départ. Il faut finir de faire des réformes avant de procéder à notre étape. On passe tout le temps à montrer à la Banque mondiale et au FMI que nous sommes en train de travailler. Mais au final, votre PIB, il n'y a que de 5 000 milliards. Pendant que la Côte d'Ivoire, l'Union, vous ne pouvez pas comparer la Côte d'Ivoire au Bénin. Pourquoi on ne peut pas comparer? La Côte d'Ivoire seule pèse 40% au sein de l'UMOA. La Côte d'Ivoire seule pèse 40% au sein de l'UMOA. Comment dire, vous voulez la comparer? Vous étiez où quand la Côte d'Ivoire pesait 40%? Oui, parce que les cadres béninois ont préféré aller en libération. Et quand il y a ce trou-là, celui qui vient et qui veut relever, il faut quand même qu'il puisse faire le point et voir ce qu'il faut faire pour fermer ce trou avant de commencer à élever le mur. C'est de ça que je parle. Ouais. Dans 5 ans encore, celui qui va venir. Donc celui qui dit qu'il va démarrer, qu'il va commencer véritablement à travailler en 2018, il n'a pas encore mal parlé. J'ai pas dit qu'il a mal parlé. C'est compte tenu du trou. Mais le délai qui lui a imparti, pratiquement en 3 ans, vous ne pouvez pas développer de sérieux. Oui, mais au moins celui-là, il est sérieux, il est franc. Il vous a dit quel est le problème. L'autre aussi était franc. Non. Ah bon? Kazmi Pédio, on va. Parce qu'après, on a remarqué tout ce qu'il y avait. On va aborder un autre volet avant de conclure. Comment les États arrivent-ils à rembourser leur dette, cas du Bénin? Alors, je prends juste le cas donc, de Nous avons encore à peine 2 minutes. Oui, je prends juste le cas de la Tunisie qui a pris dans sa loi de finances 7 milliards donc, de dinars pour pouvoir donc, rembourser sa dette. Non, c'est dans la loi des finances vous décidez de rembourser. Ce que vous avez donc, en termes d'emprunt, c'est échelonné et la politique donc, d'amortissement de la dette est connue. Ici, au Bénin, c'est la Caisse autonome d'amortissement, la CA, qui donc s'en occupe et qui dit voilà comment nous allons donc payer donc, ce que nous devons. Et donc, c'est sur les recettes propres, malheureusement, que vous payez votre dette. Parce que si vous vous endettez pour payer les salaires, alors vous devez aller chercher maintenant l'argent pour payer donc, ça. Et c'est là c'est difficile. C'est là on s'enlise donc dans la dette. Et pour ne pas s'enliser, on est obligé encore d'aller faire donc du prêt pour payer la dette. Au Bénin, c'est comme ça se passe. Donc vous allez voir emprunt au cours donc, de l'année, chaque fois emprunt. Mais au final, on se dit, mais que ça servi encore à quoi? Parce qu'on prend encore l'emprunt là pour aller payer nos dettes. On prend l'emprunt pour payer encore une autre dette. Et c'est un cycle. Donc c'est comme le serpent de mer qui se mord encore la queue. On reprend chaque fois. Alors qu'il faut s'endetter pour créer des infrastructures qui puissent vous permettre d'avoir des recettes. Vous imaginez que vous ayez, par exemple, le Nigeria. La dernière fois, on est allé payer 35 milliards au Nigeria pour l'énergie électrique, s'il vous plaît. Or, le Nigeria veut
encore des pays qui vont lui fournir de l'énergie électrique. Pourquoi le Bénin ne peut pas donc développer une centrale pour aller vendre de l'énergie au Nigeria et prendre, à défaut d'aller payer donc 35 milliards, on prend 35 milliards comme main dans nos caisses. C'est ça la politique donc de paiement de la dette. Donc on peut aller sur un marché, par exemple, aller emprunter, je dis quelque chose, 500 milliards pour développer une centrale telle que, comment dirais-je, Koupaki l'a dit, une centrale avec donc les vagues marines, et que quand ça commence par produire de l'énergie électrique, on va vendre au Nigeria qui en a besoin, on va vendre au Togo qui en a besoin, la Côte d'Ivoire en a besoin, même le Ghana qui nous fournit en a besoin. Pourquoi on ne peut pas produire et aller vendre là-bas? Donc ce n'est pas seulement la production agricole qu'on peut aller vendre, non, ce n'est pas du tout ça. On peut aussi vendre l'intellectuel. Le Nigeria a aujourd'hui besoin d'ingénieurs agronomes. On peut vendre notre savoir-faire. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi les Béninois, ils sont oisifs, ils sont paresseux, ils ne veulent pas se lever, voir la vie en face. Ils ne sont pas d'accord avec vous. Parce que mais s'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à venir, on va faire le débat. Ce n'est pas une question de s'énerver. Vous les voyez déjà à 5 h du matin, partis de chez eux et commencer pour aller errer à Cotonou. Pour aller errer à Cotonou. Les émigrants, il ne faut pas grand chose, les émigrants. Vous allez les voir à 5 h partis, mais déjà à 10 h, ils sont tous stationnés pour écouter la revue de presse. C'est ça vous appelez travailler? Ce n'est pas du travail, ça. Merci, Kazmi. Vous avez profité de l'occasion pour... Une population de moins de 2 millions, vous avez besoin de 100 000 Béninois pour faire déplacer votre cri de cœur 2 millions. est bien passé. On va conclure. Oui. Je dis merci beaucoup pour l'importance du sujet. Vous savez, ce sujet est très important parce que nous allons démarrer dans moins de 40 jours l'aide de la rupture du Bénin révélée. Et je ne souhaiterais pas que la notion de la dette augmente. Je souhaiterais véritablement, si les dirigeants nous écoutent, qu'ils ne prennent pas donc ces genres de missions comme de la critique vaine, qu'ils prennent ça donc comme de la critique constructive et que nous développons plutôt le PIB, notre produit intérieur brut, que nous faisons passer donc ce PIB-là à 10 000 milliards. Je rêve d'avoir le Bénin, avoir un PIB de 10 000 milliards, de 20 000 milliards. Pourquoi pas dépasser la Côte d'Ivoire, aller jusqu'à 35 000 milliards dans 2, 3 ou 4 ans. Et cela va faire chuter donc le ratio, le quota qui est déjà à 69 et quelques pourcents, et que nous sommes en train de tutoyer les 70%. Je crois que c'est possible. Il suffit juste de regarder. Je ne dis pas forcément de développer le coton. Nous avons notre ananas, nous avons plein de produits. J'ai vu la dernière fois des jeunes se mettre ensemble pour développer, pour valoriser l'ananas. Mais vous savez quel marché ils sont en train de viser? L'Europe. Pourquoi on ne peut pas vendre au Nigeria tout près? Et tout le monde pense Europe, Amérique, Europe, Amérique. Non. Vendez au Nigeria tout près. Il y a 200 millions de personnes là-bas qui veulent manger 3 fois par jour. Ça fait 600 millions de repas par jour. Écoutez, c'est un marché. Donc je crois que nous avons toutes les chances de nous développer et les dirigeants vont nous accompagner certainement dans ça. C'était dans l'instant débat fait croiser. Peggy de Vidagba. Merci à vous, Kazimé Pédian. Merci infiniment d'avoir permis aux téléspectateurs de comprendre un peu le mécanisme d'endettement des États. Vous avez appelé à travailler réellement et travailler de manière clairvoyante, ne plus aller donc dans tous les sens, aller errer un peu comme vous l'avez dit. Il faut travailler et pouvoir permettre donc une efficience dans l'investissement, en tout cas à partir de l'endettement. En nouvelle diffusion sur Diaspora FM à 14h sur Eden Télévision à 13h30.